pour parler de l'élection américaine qui est encore en cours puisque nous n'avons pas les résultats, j'ai réuni aujourd'hui trois spécialistes, trois personnes qui connaissent bien la situation là-bas. D'abord François Bujon de l'Étang, l'ambassadeur François Bujon de l'Étang qui a été représentant de la France aux États-Unis, à Washington, pendant plusieurs années. Et il y a ici en plateau avec moi François Durper, qui est historien, qui est également professeur à l'université de Cergy et qui est auteur d'un livre qui s'appelle « Les États-Unis pour les nuls ». Et nous retrouvons tout de suite à New York Jean-Christian Agide. Jean-Christian, il est 9h du matin là-bas. Quelle est l'atmosphère sur les plateaux de télévision? Je ne dis pas dans la rue parce que je pense qu'à cette heure-ci, les réactions dans les rues ne sont pas très nombreuses. Mais comment évoque-t-on la situation assez confuse actuelle? En tous les cas, dans la rue, les réactions à New York sont beaucoup plus calmes que celles qui étaient prévues, puisque la ville s'était plus ou moins barricadée avant cette élection présidentielle. En ce qui concerne les médias, tout dépend de la chaîne que vous regardez. Sur Fox News, les électeurs républicains sont interviewés, heureux, surpris, optimistes. Ils ne comprennent pas que l'on puisse compter encore des bulletins de vote alors que l'élection est terminée. Sur CNN, on fait des projections et des analyses dans tous les sens. Et comme sur la plupart des médias, on est prêt pour une longue attente semée d'embûches. Sur CBS, on analyse un chiffre, l'importance historique de la participation hier. Ce qui domine, c'est la surprise, qui devient une habitude aux États-Unis. C'est la troisième fois en 20 ans que l'Amérique se réveille sonnée, perplexe après une élection présidentielle. Mais cette fois-ci beaucoup plus qu'en l'an 2000, lorsque la Floride n'est attribuée au lendemain des élections ni à Al Gore ni à George Bush, plus sans doute encore qu'il y a 4 ans, lorsque Donald Trump gagne contre toute attente cette élection présidentielle contre Hillary Clinton. On s'attendait hier à une victoire facile et large pour Joe Biden. Il n'en sera rien. Merci Jean-Christian. Monsieur l'ambassadeur, François Bujon de l'Étang, êtes-vous surpris, vous également, par la situation? Pas tellement, à dire la vérité, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à une victoire facile et large du camp de Biden. J'ai toujours pensé que les sondages étaient parfaitement trompeurs, et à regarder tous les reportages sur la campagne électorale, j'étais très frappé de la très grande mobilisation et du très grand enthousiasme des électeurs de M. Trump dans tous les meetings qu'il a tenus, par contraste avec des électeurs démocrates qui étaient certes mobilisés, mais qui n'étaient pas enthousiastes. Et ceci était parfaitement perceptible. Ça s'explique très largement, je crois, par le fait qu'une grande partie des électeurs qui se prononcent pour M. Biden ne votent pas en réalité pour M. Biden, mais votent contre M. Trump. Ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de rejet très largement. Mais cette différence entre l'atmosphère, si vous voulez, dans un camp et dans l'autre m'a toujours impressionné, et aussi, peut-être parce que j'ai été échaudé en 2016, où je m'étais trompé dans mes pronostics, comme à peu près tout le monde, je ne m'attendais pas cette fois-ci à une victoire facile, ni d'un camp, ni de l'autre, certainement pas du camp démocrate, mais pas davantage du camp républicain, et je ne suis pas tellement surpris de trouver une situation qui me rappelle ce que j'ai vécu. J'étais ambassadeur à l'époque à Washington, en 2000, au moment de l'élection de George W. Bush, et contre Al Gore. Vous vous souvenez que nous avons dû attendre le début du mois de décembre pour avoir le résultat de cette élection, après qu'on ait fait des recomptages sans fin et que les contentieux aient amené la Cour suprême de Floride, puis ensuite en appel la Cour suprême fédérale à se prononcer. Et n'oublions pas que ce n'est qu'en décembre qu'on a su que M. Bush était élu, tout compte fait, par une voix de majorité à la Cour suprême fédérale, qui s'est prononcée par 5 voix contre 4. Donc je m'attendais un peu à une confusion électorale et à des contentieux, et j'espère me tromper, parce qu'il fait partie des scénarios possibles que nous ayons justement une succession de contentieux dans les jours et les semaines qui viennent. Qu'en pensez-vous, François Durper? Je pense que on peut considérer que cette élection, elle va décevoir la moitié des Américains. Parce que on a l'habitude d'être déçu quand on n'a pas le candidat qu'on veut. Sauf que là, on se met en condition d'avoir le président qu'on veut. Et il y a même un président en exercice qui vous dit, si vous ne me voyez pas comme président dans quelques jours ou quelques semaines, c'est que cette élection,
ça sera un vol. D'ailleurs, c'est une fraude. C'est ce qu'il a dit immédiatement dans la nuit. Mais juste avant, c'était précédé d'un message de Joe Biden qui disait, en des termes plus polis, on est quand même sur le point de gagner. Donc la moitié du corps électoral va être déçu et vous avez raison de souligner que beaucoup d'Américains se sont déplacés. Donc ça, c'est un bon message pour la démocratie. Ils sont au moins d'accord pour s'entendre sur le point de se déplacer en période de pandémie, parce que là, c'est même pas la deuxième vague, c'est la troisième vague, et c'est un pic pandémique terrible. Et néanmoins, la démocratie passe. Alors, elle passe par anticipation, elle passe le jour du vote, elle passe par envoi, et on y reviendra, par la poste de bulletins. Mais la première analyse, c'est quand même la victoire, même s'il perd, de Donald Trump. Parce que les démocrates n'ont pas réussi à faire cette vague bleue qui aurait été possible par la victoire de la Floride sur les coups de 3h, 4h du matin. Et Trump, en gagnant la Floride, c'est une victoire pour lui parce que qu'il gagne ou qu'il perde. Qu'il gagne, bon, il est président. Et une fois, c'est une surprise. 2 fois, c'est plus une surprise. Et puis, d'autre part, s'il perd, il a quand même été suffisamment proche de gagner pour que le Trumpisme lui survive. D'abord, d'un point de vue technique, il peut refaire un mandat dans 4 ans. En plus, il dit j'ai été volé. Il ne peut pas faire 2 mandats de suite, non. Mais il peut ensuite se représenter quelques années plus tard. Il peut faire 2 mandats. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, là, il n'aura fait qu'un mandat. Oui. Donc, de toute façon, il peut refaire un deuxième. Mais, de toute façon, s'il fait un deuxième mandat dans 4 ans, s'il se présente, très bien. Mais même s'il ne se présentait pas, le Trumpisme, là, il est enraciné. Il est complètement enraciné. Là, c'est même pas, on s'est posé la question, le Parti républicain. Il y a 4 ans, on disait c'est une greffe compliquée entre le Parti républicain. Mais là, non, la moitié du pays est trumpiste. Trumpisme, ça veut dire quoi ? C'est pas exactement le Parti républicain d'antan. Conservateur, c'est effectivement un certain nombre de conservatistes sur le plan économique et social. Mais c'est également une dimension populiste très très forte, c'est-à-dire une relation directe avec les gens par intermédiaire de Twitter, une ère un peu post-diplomatique, il n'y a plus de médiateurs. Et puis également, c'est un désir de protection identitaire, il faut le dire, dans la globalisation et puis commerciale. La guerre avec la Chine, etc. Ce pays dont on disait au XXe siècle, le XXe siècle est le siècle américain, Henry Luce disait ça, eh bien là, voilà, il y a le déclinisme et Make America Great Again continue à faire voter. Keep America Great Again. On veut que l'Amérique reste un grand pays. Donc ça, c'est quand même une première chose. Et la deuxième analyse, c'est que si Trump sort vainqueur, même s'il perd, Biden sort perdant même s'il gagne. Pourquoi ? Parce que Biden, s'il gagne, il gagne sur tapis vert, en premier. Puisque là, de toute façon, il va y avoir des contestations. C'est déjà commencé. Parce que... Deuxième chose, il va gagner probablement sans le Sénat. On est à chaud, mais probablement que le Sénat restera républicain. Et puis troisièmement, il est en cohabitation donc, avec le Congrès, en particulier donc, le Sénat, mais également... cohabitation avec le législatif, mais cohabitation avec le judiciaire. La Cour suprême, je vous le rappelle, est à 6 voix contre 3 conservatrices. Et rappelez-vous des 2 derniers présidents démocrates. C'est quand même un élan. Clinton, 92. Même si ce n'est pas un écart de voix considérable, c'est un élan. Obama, 2008. Alors là, c'est une inspiration même. Et là, Joe Biden, 2020. Qui arriverait comme ça sur un malentendu. Lui, en plus, sur une campagne, il n'a pas vraiment fait campagne. Et en plus, il a dit « je suis un homme de la transition ». Donc c'est quand même... Il y a un mot en anglais qui consiste à dire, vous savez, les lame duck présidents, les présidents canards boiteux. Mais généralement, les canards boiteux, c'est ceux qui font un deuxième mandat de raccro, ou c'est tout à la fin du deuxième mandat, ou c'est au moment où ils sont battus, qu'est-ce qu'ils font de leurs 70 derniers jours. Là, on se demande comment il va commencer même son mandat sur ces bases-là. Donc voilà, ces 2 éléments-là, quel que soit un peu le vainqueur, si évidemment je présente cette analyse, c'est que je pense que Biden est quand même c'est dur de dire qu'il serait vainqueur, mais en tout cas, il sort quand même ballottage favorable, même s'il faut rester très très prudent sur cette élection.
là je ne le suis pas trop en disant ballottage favorable, mais je dis quand même ballottage favorable, il y a 6 États où ça va se jouer, on comprend les enjeux, le mirage rouge, c'est-à-dire que si Donald Trump dit « je ne veux pas qu'on compte ce qui arrive par la poste », pendant les 3 jours, notamment en Pennsylvanie, il va arriver encore demain, après-demain, jusqu'à vendredi, des choses par la poste, des bulletins. S'il ne veut pas qu'on les compte, c'est qu'il n'est pas sûr que ces bulletins lui soient favorables. Ça paraît très, très logique. Évidemment, ces bulletins, c'est plus des bulletins démocrates. On ne va pas rentrer dans une technique terrible. En Pennsylvanie, il a 700 000 voix d'avance. Il va y avoir 2 millions de bulletins qui arrivent. Les 2 tiers sont probablement démocrates. Si vous faites un petit calcul niveau CE2, vous constatez que ça va se jouer à très très peu, mais que normalement Biden pourrait passer. Et qu'il y a quand même un État que Biden a gagné et qui peut peut-être changer, et je ne serais pas si péremptoire s'il n'avait pas gagné, c'est l'Arizona. L'Arizona, ça permet à Biden de pouvoir dire « je peux perdre un État de la Rust Belt ». Je vous rappelle que Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, c'est 46 voix électorales. Donc là, effectivement, il peut se permettre d'en perdre un parce que l'Arizona, lui, serait de son côté. Merci. Monsieur l'ambassadeur, François Bujon de l'Étang, que pensez-vous de ce que vient de dire notre ami historien, et en particulier de cette émergence d'un mouvement, enfin d'une sorte d'un mouvement d'idées, en tout cas, de Trumpisme. Est-ce que vous voyez un Trumpisme installé aux États-Unis ? Non, je vois un populisme installé aux États-Unis. Ne mélangeons pas les choses. Le trumpisme, c'est trop personnalisé. Il n'y a pas encore, sauf dans sa base électorale la plus dure, de culte de la personnalité de Donald Trump. Donald Trump pourrait... Ce que je dirais, c'est que Donald Trump peut disparaître, mais qu'il restera aux États-Unis, effectivement, un mouvement populiste très fort, un mouvement de laissés pour compte, de gens qui refusent la mondialisation, qui s'estiment abandonnés sur le bord de la route et qui vont continuer à s'exprimer d'une autre façon s'il n'y a plus M. Trump. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, parce que M. Trump lui-même, d'ailleurs, n'est pas un épiphénomène, il n'est pas sorti de nulle part. Il y a eu en réalité un long, j'espère que notre ami historien sera d'accord avec moi, il y a eu un long mouvement de droitisation du Parti républicain qui a commencé au fond dans les années 60. C'est dans les années 60, alors que Lyndon Johnson apportait ses schémas de la grande société et prêtait la main à la lutte pour les droits civiques, qu'un grand nombre de conservateurs du sud des États-Unis, qui jusqu'à présent, tout conservateurs qu'ils étaient, votaient démocrates, ont commencé une transhumance vers le Parti républicain. Par la suite, il s'y est ajouté beaucoup d'autres facteurs, je les cite en vrac, mais la montée des églises évangéliques, par exemple, le réaganisme, toute une série de choses qui font que ce mouvement de droitisation du Parti républicain s'est poursuivi sur plusieurs décennies et qu'il a abouti à s'exprimer à partir des années 90. Moi, je me souviens d'être arrivé à Washington en 1995, donc juste après l'élection midterm du premier mandat de M. Clinton, qui avait amené au Congrès une majorité républicaine. C'était Newt Gingrich avec son Contract for America. Et si vous vous souvenez du style de M. Gingrich et de la substance du Contract for America, c'était vraiment l'annonce de ce qu'on vient d'appeler le Trumpisme, c'est-à-dire en fait d'un mouvement conservateur et populiste. Et M. Clinton, en réalité, tout président démocrate qu'il était, a eu à compter pendant 6 ans avec un Congrès dominé par les républicains et avec un programme très très proche du Trumpisme. Après est venu, à l'époque de M. Bush et de la guerre d'Irak, le mouvement des Tea Parties, c'est-à-dire justement une espèce d'expression d'un populisme enraciné dans le sud américain et qui est venu renforcer cette dérive du Parti républicain vers la droite. Et pour moi, l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la vie politique américaine pendant le premier mandat, ce qu'il faut appeler le premier mandat de M. Trump, c'est le fait que la totalité du Parti républicain s'est rangée sagement, en rang par deux, derrière M. Trump. Alors qu'au début, vous vous souvenez, à peine sortait-il des primaires, à peine avait-il été élu, que tout le monde spéculait sur le fait que beaucoup des partis, des leaders ou des stars du Parti républicain le rejetaient et serviraient de contrepoids ou de contre-pouvoir à l'intérieur du Parti républicain.
républicains. Rien de tout ceci ne s'est passé depuis la disparition et la mort du sénateur McCain. En réalité, les voix dissidentes se sont tues et certains de ceux qui étaient les plus dissidents au début, je pense par exemple au sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, sont devenus ensuite véritablement des godillots du Trumpisme et de M. Trump. Et vous avez aujourd'hui un parti républicain qui est entièrement rangé derrière M. Trump et qui, si jamais celui-ci venait à perdre l'élection, en payera le prix. Et le prix risque d'être élevé. Jean-Christian Agide, à New York, pensez-vous que Trump a l'étoffe d'un leader politique et qu'il pourrait, s'il était battu, aujourd'hui ou demain, enfin dans les jours qui viennent, s'il était battu, qu'il pourrait ensuite se consacrer à animer un parti politique ? En tous les cas, on n'en sait rien. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un leader politique? Il a l'étoffe d'un président des États-Unis et il vient de prouver avec ce scrutin qu'il disposait d'une légitimité. L'ambassadeur Jean de Létang parle d'un populisme républicain fortement ancré qui existe et qu'on ne peut pas ignorer, qu'il ne faut surtout pas ignorer. Si Donald Trump devait perdre cette élection et acceptait de perdre cette élection, parce que avant de quitter la Maison-Blanche, il va falloir qu'il concède sa défaite, si défaite il y a. Il fera sans doute face à une série de poursuites judiciaires qui maintiendront Donald Trump, en tous les cas, dans les médias, en tête des titres des médias. On ne parlera que de lui, beaucoup de lui. Et il a déjà décidé qu'il ne quittera pas la politique. Donc il faudra compter avec Donald Trump dans les années à venir, quoi qu'il arrive, à mon avis. François Durper, donc le Trumpisme ne peut pas exister sans Trump, mais le populisme va lui survivre. C'est effectivement l'enseignement principal de ce scrutin, c'est que quand même les électeurs de Trump se sont mobilisés, les électeurs populistes, et ça, c'est comme le disait l'ambassadeur, ça remonte quand même déjà à l'époque de Clinton et de Newt Gingrich. Ah mais je pense que monsieur l'ambassadeur a tout à fait raison. Le Trumpisme est un populisme. Et puis l'inscrire dans la longue durée, pour un historien, je ne peux qu'y être sensible. C'est une nouvelle couleur du populisme américain qui est teintée de deux choses. D'abord, le Trumpisme est un populisme, c'est aussi un conservatisme, parce que si le Parti républicain se convertit au Trumpisme, c'est bien parce que Trump lui offre 3 juges à la Cour suprême, c'est-à-dire une génération de décisions conservatrices, et plus de 200 juges dans les cours fédérales, donc c'est quand même quelque chose de massif. Et puis, c'est aussi, et là, pour le coup, j'y vois quand même quelque chose d'un peu plus nouveau. C'est un anti-globalisme. Alors là, évidemment, on ne peut pas... quelque chose d'un peu nouveau, parce que la globalisation, elle est quand même de date plus récente. Donc ça veut dire qu'il articule autour d'une vision d'une Amérique qui décline, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer au peuple américain une Amérique qui serait à nouveau grande et forte s'il n'y a pas dans une partie du peuple américain l'idée d'un déclinisme de l'économie américaine, de la puissance américaine, de l'identité américaine anglo-saxonne. Et ça, c'est quelque chose de très fort et de très présent. Et là, pour le coup, c'est l'aspect un peu plus nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est le contexte. On vote en période de Covid-19. Et ça, c'est très important, ce que disent les Américains qui ont voté Donald Trump. Parce que Donald Trump propose quoi? Il propose l'inverse de Biden. Regardez d'ailleurs, cette nuit, lorsqu'il parle, 2 masques seulement dans l'assistance. 2 masques seulement dans l'assistance. Et ça serait anecdotique, sauf que ça peut encore constituer un cluster alors qu'on lui a dit de ne plus le faire. Mais c'est la proposition pour le peuple américain. Il le dit, moi je ne ferme pas la première économie du monde. Qu'est-ce qu'il propose? Les médecins américains le disent, enfin, c'est quand même très très clair. Il propose une stratégie de l'immunité collective. Et les rapports disent, c'est très très simple, combien ça va faire de morts dans quelques mois? 200 millions d'Américains qui seraient contaminés. Combien ça fait de morts, la létalité? Là, on peut faire des chiffres, hein. Les chiffres, ils circulent. Ce n'est pas des dizaines de milliers, là. On est en millions. Donc, et néanmoins, vous avez la moitié des Américains, on ne sait pas exactement si c'est un peu plus ou un peu moins, qui disent, nous, on va vers ça. D'abord, on a voté d'abord sur l'économie, mais on veut d'abord l'économie,
Et puis la pandémie, d'accord, mais bon, on prend ce risque, on est prêt à prendre ce risque. Ça interroge tous les pays du monde, ce que disent les Américains là aujourd'hui. Une partie des Américains, parce que l'autre partie dit pas du tout. L'autre partie dit, pour résoudre nos problèmes économiques, il faut déjà sortir de la pandémie. Il faut tirer les leçons de la grippe espagnole 1918-1919, où on avait Los Angeles et San Francisco qui prenaient des décisions vraiment diamétralement opposées, avec une ville plus de confinement et plus de distanciation sociale, qui s'en sort avant et qui fait repartir son économie avant, et l'autre ville qui veut faire partir l'économie avant et puis finalement qui a plus de mal à s'en sortir. Donc ça, ce sont quand même effectivement des leçons de l'histoire, mais quand même ce contexte très particulier cette année, je pense que l'historien va forcément le dire, ne serait-ce que cette démocratie qui continue à survivre dans ces temps aussi difficiles, avec des comtés, et vous le savez, comme vous êtes aux États-Unis, des comtés qui sont fermés, qui sont confinés. C'est quand même très particulier. François Bujon de l'Étang, que pensez-vous pour rebondir sur ce que dit François Durper, la Covid, aurait quand même dû réveiller un peu tout le monde aux États-Unis. Le nombre de cas, c'est, je crois, le plus grand nombre de personnes infectées au monde. Il y a de très nombreuses victimes. Ça aurait normalement, c'est ce qu'on pensait ici, dû provoquer une réaction contre Donald Trump, qui a très mal géré cette crise, tout le monde le dit. N'êtes-vous pas surpris, alors que vous connaissez bien les États-Unis ? Oui et non. Il a très mal géré cette crise, oui, ça je suis absolument entièrement d'accord. Je suis très intéressé par les remarques de M. Durper. Je réagis simplement négativement quand j'entends dans la même phrase le nom Trump et le mot de stratégie, parce que c'est le personnage le plus étranger à toute réflexion stratégique qui soit sur quelque sujet que ce soit. C'est un homme qui agit à l'instinct, qui agit au gut feeling, comme on dit si bien aux États-Unis. Ce sont les tripes qui s'expriment. C'est rarement la stratégie. Et en matière de Covid, il n'avait pas de stratégie en réalité. Il l'a démontré très abondamment. Je ne crois pas que ce soit très conscient de sa part. Il souhaitait évidemment faire passer les considérations économiques avant les considérations de santé publique. Et il y a d'autres leaders dans le monde qui, d'ailleurs, ont adopté le même type de comportement. Si vous regardez M. Bolsonaro au Brésil, c'est tout à fait un comportement du même type. Il est d'ailleurs singulier que Bolsonaro, comme Trump, ait attrapé la Covid. Si vraiment M. Trump l'a attrapé, d'ailleurs, je nourris quelques doutes sur ce dernier point. Mais je ne crois pas aux thèses conspirationnistes en règle générale, mais sur ce point, j'ai quelques doutes quand même. Ça n'a pas été compté à charge contre lui, en réalité. C'est extrêmement intéressant. Et si le Michigan, par exemple, venait à tomber du côté de Trump, ce qui n'est pas impossible, ce serait tout à fait symptomatique puisque c'est un des pays dans lequel le gouverneur a été en conflit ouvert avec Washington et avec le président des États-Unis sur la façon de répondre à l'épidémie du Covid. Mais on n'a rien porté à charge contre lui. Ses électeurs n'ont rien porté à charge contre lui. Ils ont même en quelque sorte salué son succès économique des 3 premières années. Parce que n'oublions pas qu'avant l'irruption de la pandémie, l'économie américaine était florissante et que tout le monde avait tendance à porter ça au crédit de M. Trump, oubliant d'ailleurs qu'Obama, à la fin de son mandat, avait légué à Trump une économie en excellente santé. Mais elle a fleuri grâce aux baisses d'impôts, comme chacun sait. Le chômage était à un plus bas historique. Et les électeurs qui aujourd'hui se prononcent pour M. Trump font, d'une part, comme si la mauvaise gestion de la pandémie n'avait pas existé, d'une part, et d'autre part, comme si le succès économique était encore à mettre au crédit de M. Trump, alors même que ce succès économique a aujourd'hui disparu du fait de la pandémie. Ça prouve une extrême solidité et un extrême engagement de la base électorale de Trump, qui d'ailleurs tout au long des hauts et des bas de son premier mandat est resté toujours autour des mêmes chiffres, autour de 42-43%. Il a un socle électoral extraordinairement solide et stable. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir prétendre à la victoire et même d'ailleurs de proclamer une victoire qui pourtant n'est pas encore acquise. Et d'ailleurs d'inventer des scénarios de fraude qui, pour l'instant, ne sont absolument pas confortés par quelque début de commencement de preuve que ce soit. C'est vraiment ce qui s'appelle des accusations en l'air. François Durper, il nous reste juste quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes.
Que faut-il surveiller là dans les heures qui viennent? Quels sont les États qui sont en cause? Ce qu'il va falloir surveiller, c'est effectivement, vous avez 6 États, la Caroline du Nord, le Nevada, la Géorgie, et puis ces 3 États, Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, 46 voix électorales, hein, qui sont les États de la Rust Belt. Et donc évidemment avec des États qui sont vraiment très différents, avec le Wisconsin, une avance pour l'instant de Biden, mais c'est très, très, très serré. Pennsylvanie, Michigan, alors ça se resserre dans le Michigan, effectivement, hein, donc, mais avance de Trump et en Pennsylvanie également, avec une avance qui apparaît très forte, mais c'est ce qu'on appelle le phénomène de mirage rouge. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore comptabilisé, on commence par compter les votes présentiels, si je peux utiliser cette expression, puis on va compter après les votes par la poste, et donc ça peut se resserrer. Mirage rouge ne veut pas forcément dire qu'à la fin, ça ne soit pas rouge. Hein. Ça peut être plus rouge clair, mais ça va être en tout cas serré. Le Nevada qui va recompter, je vous rappelle que depuis Jimmy Carter, Nevada, c'est quand même un État, là aussi, qui pourrait peut-être tomber du côté de Biden, et la Caroline du Nord également. Donc, ballottage favorable, hein, c'est quand on regarde le nombre de grands électeurs de chacun des États que j'ai cités. On peut se dire, hein, de manière très précise, hein, sachant qu'il y a une avance au moment où l'on parle de 230, il y a 238 grands électeurs pour Biden et 213 pour Donald Trump, qu'on peut se dire que Biden est en ballottage favorable. Mais ce qu'il va falloir aussi observer de très près, c'est évidemment les recours possibles, la manière dont les cours au niveau des États, mais ensuite, évidemment, la Cour suprême éventuellement saisie de cette affaire. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que monsieur l'ambassadeur disait se rappeler de l'an 2000, où il était ambassadeur à l'époque, et on a beaucoup reproché à la Cour suprême de l'époque sa décision a posteriori, en disant, mais c'est un peu facile, parce que finalement, vous êtes jugé parti, parce que vous avez été nommé par des présidents républicains, et parce que le président républicain que vous désignez là, il va renommer des juges, et vous voulez que ces juges soient conservateurs. Et ça, c'est quand même peut-être peut-être l'idée un petit peu pessimiste, parce que on peut se dire quand même la Cour suprême, c'est quand même un organe de neutralité dans la vie politique américaine, avec des décisions qui ne sont pas forcément des décisions homogènes entre les conservateurs et quand on regarde aussi le vote des progressistes. Et ça, effectivement, si on perdait cela, ça serait quand même inquiétant pour la démocratie américaine. Merci beaucoup François Durper. Je remercie également Monsieur l'ambassadeur, François Bujon de l'Étang. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Jean-Christian Agide à New York, je vous remercie également. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Nous restons dans le suspense le plus total.